Et voilà, une nouvelle semaine vient encore de s'écouler et comme d'habitude, les actualités spatiales se sont encore enchaînées. Entre une mission martienne retardée, un Starlink européen à 10 milliards d'euros, Ariane 6 qui se prépare pour son retour en vol et encore d'autres, l'heure est une nouvelle fois venue de faire ensemble le point sur les actualités spatiales de la semaine. Avant de commencer, je tenais néanmoins à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous désirez acheter du matériel astro, des météorites, des peluches en forme de planète, comme celle que SpaceX a fait voler à bord de la première Dragon Crew, ou encore d'autres goodies, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Sur ce, pour commencer cet épisode, je vous propose de partir en direction de Mars et retourner un peu en arrière dans le temps. Souvenez-vous, le 18 janvier, le petit hélicoptère martien Ingenuity déposé sur Mars en 2020 avec le rover Perseverance allait réaliser son 72e vol sur les 5 initialement prévus. Mais ce 72e vol n'allait hélas pas bien se passer et s'est soldé par la perte du petit drone martien. Dans les jours suivants, les images renvoyées par Ingenuity et Perseverance allaient confirmer les pires craintes. Les pales du petit appareil d'1,8 kg ont percuté le sol et ont été arrachées, faisant ainsi abandonner tout espoir de le faire revoler à nouveau. Le petit hélicoptère a ainsi été abandonné quelques semaines plus tard. Perseverance était essentiel pour relayer les communications et sans lui, il a été décidé d'utiliser Ingenuity pour enregistrer la météo martienne tous les jours jusqu'à sa mort, en espérant récupérer un jour les données. Mais il restait encore un travail à faire, étudier les données du vol pour tenter de comprendre les causes de l'accident. Dans ce contexte, l'enquête sur le premier accident aérien sur une autre planète est désormais achevée. On sait en effet que, naviguant au-dessus d'un terrain particulièrement homogène, Ingenuity a perdu la mesure de sa vitesse et du suivi du terrain. Lorsqu'il a tenté de se poser, il avait une trop grande vitesse horizontale, et lorsque ses pieds ont touché le sol, eh bien ceux-ci ont accroché alors que l'hélicoptère bougeait encore, et les pales, qui tournent à près de 2700 tours par minute, entre 2500 et 3000, ont alors frappé le sol et se sont brisés. Si cette enquête qui aura duré plusieurs mois ne change évidemment rien au sort d'Ingenuity, elle devrait en revanche aider à mieux cerner les améliorations possibles à de futurs véhicules aériens martiens. Et en parlant de Mars, on allait aussi avoir l'occasion de reparler d'Escapade, deux petits CubeSats destinés à Mars et qui devaient initialement décoller lors du vol inaugural du lanceur New Glenn de Blue Origin. Les CubeSats, qui doivent étudier la magnétosphère martienne et la façon dont la planète rouge perd son atmosphère, avaient en effet déjà été retardés au second vol et pourraient encore voir le décollage retardé à courant 2025, voire même 2026, leur faisant alors rater la fenêtre de lancement actuelle. Et en parlant de lanceurs, on notera que le second exemplaire d'Ariane 6, dont le lancement est attendu fin février, est actuellement arrivé à Kourou en Guyane et est en cours d'assemblage. Et ça tombe bien car d'ici quelques années, l'Europe pourrait bien avoir besoin du maximum de ses capacités de lancement. On apprenait en effet il y a quelques jours la signature d'un contrat à plus de 10 milliards d'euros pour le lancement d'une constellation de satellites de communication, qu'on peut comparer à Starlink, et dont les premiers satellites devraient décoller en 2029. Incluant d'ailleurs 4 milliards pour des entreprises privées, et donc la possibilité de booster indirectement le New Space européen, la constellation baptisée Iris-2 ou Iris-Square s'annonce particulièrement active. Alors qu'avec Galileo, l'Europe dispose déjà du GPS le plus précis du monde, et que la constellation d'observation de la Terre Copernicus fournit des données d'une qualité inégalée, Iris-Square devrait elle aussi être une des plus performantes de son domaine. Car là où SpaceX envisage jusqu'à plus de 30 000 satellites Starlink d'ici plusieurs années et plus de 10 000 pour la constellation actuelle, Iris devrait fonctionner un peu différemment. Avec seulement quelques centaines de satellites en orbite basse et quelques relais en orbite moyenne, la constellation pourrait fournir des communications sécurisées tant pour les gouvernements que les entreprises et les particuliers. Le tout en étant moins cher et moins complexe à entretenir que Starlink, mais en présentant quand même une certaine rapidité et efficacité, malgré un coût initial plus élevé. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte que le coût initial inclut les opérations des satellites pendant 12 ans, en plus des lancements et de toutes les infrastructures au sol. Et quand on sait que les méga-constellations de plusieurs milliers de satellites sont une plaie en termes de pollution des hautes couches de l'atmosphère, de la radioastronomie et de la pollution lumineuse en astronomie, eh bien, voir ce genre de projet proposant des architectures alternatives n'est pas fait pour déplaire.
Surtout que si le prix de 12 milliards d'euros est plus élevé que Starlink, qui coûte près de 2 milliards de dollars par an actuellement et en rapporte 3,6, même si les chiffres vont encore grimper dans les deux sens, eh bien, même en dépassant ses budgets sur plusieurs années, une dizaine, la constellation coûtera certes plus cher par satellite, mais sera aussi moins cher dans son ensemble. D'ailleurs, en parlant de New Space européen, on retiendra aussi que l'entreprise française Latitude continue le développement de son lanceur Zephyr et de ses moteurs Navier, avec un stand d'essai dédié au test des moteurs en cours de construction, alors que le vol inaugural du petit lanceur est espéré fin 2025. Et en parlant de développer des moteurs, l'américain Stoke Space continue aussi activement les essais de moteurs qui équiperont leur futur lanceur Nova, lui aussi attendu en 2025. Et pour rappel, l'entreprise a de grands objectifs pour son lanceur capable de placer 7 tonnes en configuration non réutilisable et 3 tonnes en orbite basse lorsque chaque élément est réutilisé. Réutiliser aussi bien le premier que le second étage dont les moteurs seront disposés pour former un aérospike, un type de moteur offrant un rendement maximisé à toutes les altitudes. Mais cette semaine, on allait aussi encore une fois reparler de l'Europe et de l'Inde. Alors que le pays a lancé la mission Proba 3 dont je parlais dans l'épisode de la semaine dernière qui sera en écran de fin pour l'Europe il y a quelques jours, c'est un autre partenariat qui a cette fois été signé. L'Europe fournira en effet à l'Inde un support pour relayer les communications avec la capsule spatiale Gaganyaan, dont le premier vol à vide est attendu l'année prochaine. Après avoir déjà participé de la même manière pour des missions comme la mission lunaire robotisée Chandrayaan 3, l'Europe s'investira également dans les 3 premiers vols d'essai de la capsule au moins, incluant 2 vols à vide et un vol habité espéré en 2026. De retour aux États-Unis, on avait droit à la publication le 12 d'une image d'un test d'un petit robot qui aura pour charge de se connecter au lanceur New Glenn de Blue Origin après son atterrissage sur la barge Jacqueline. 2 jours plus tôt, le 10 décembre, c'était l'étage central de la fusée lunaire SLS d'Artemis II qui doit envoyer des humains autour de la Lune début 2026, qui était placé à la verticale en vue de son intégration dans son bâtiment d'assemblage. De son côté, la capsule spatiale Orion qui volera lors de la mission termine elle aussi son assemblage et est elle aussi dans les temps pour son décollage. Les causes des problèmes de bouclier thermique rencontrés lors d'Artemis 1 ayant été identifiées, j'en parlais aussi il y a quelques jours, on peut donc désormais commencer à affirmer sans prendre trop de risques que le retour sur la Lune et autour de la Lune ne devrait plus subir de retard important. Enfin, du côté du New Space chinois aussi, les choses avancent. Alors que l'entreprise Cosmoleap mène des essais de manipulation de son prototype de tour de lancement doté de bras robotisés pour attraper leur petit lanceur, l'entreprise Space Epoch a mené le premier essai statique de son lanceur Yuan Xingzhe 1. Capable de placer environ 6 tonnes en orbite basse, il visera la récupération sur une barge en mer dès son premier vol, lui aussi attendu en 2025. En Chine toujours, on notera que le lanceur Longue Marche 8Y5 devrait réaliser son vol inaugural le 23 décembre. Pour revenir aux États-Unis une dernière fois, en Virginie, c'est Rocket Lab qui avance maintenant sur le pas de tir de leur lanceur réutilisable Neutron, qui aura les capacités de s'attaquer au marché exploité par les Falcon 9 de SpaceX, et qui est attendu en 2025 ou 2026 au plus tard. Mais tout ça, j'en reparlerai encore le moment venu, donc eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des actualités spatiales et du restant. En attendant, eh bien, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.